On cuisine ensemble sur France Bleu 107.1. Avec Nathalie Elal, bonjour, rebonjour Nathalie. Rebonjour Laurent. Alors aujourd'hui une émission totalement dingue, c'est pas parce que c'est le 1er avril, je vous promets tout est sérieux bien sûr, les aliments insolites et nous aurons dans un instant, même d'ailleurs tout de suite, un invité exceptionnel puisqu'émission exceptionnelle. Aujourd'hui on va pas cuisiner, on va s'intéresser à ce que l'on a cuisiné dans le passé. Lointain ou récent. Ou récent, bien sûr. Alors, notre invité d'aujourd'hui, il est écrivain et historien. Il est également haut fonctionnaire, maître de conférences à Sciences Po, s'il vous plaît, auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur l'histoire politique française, également auteur d'une pièce de théâtre, de plusieurs documentaires et docu-fictions. Alors, on lui connaissait pas cette facette gastronomique à Bruno Fellini, c'est son nom, mais il faut avouer que son ouvrage, Les gastronomes de l'extrême, qui vient de paraître aux éditions du Trésor, se laisse dévorer, en tout cas en ce qui me concerne, comme un cabinet de curiosité d'un nouveau genre. J'ai adoré ce mélange d'histoire et de cuisine, enfin cuisine très particulière. Bonjour Bruno Fellini. Bonjour. Allô, allô. Allô, bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Bleu 107 à Paris. Bruno Fellini, comment vous est venue l'idée de ce livre ? C'est une anthologie donc qui résulte d'années et d'années de lecture. Alors lecture historique, lecture de vieux journaux, de récits de voyageurs. Et c'est vrai que chaque fois qu'un Européen se promène à travers le globe au XVIIIe, XIXe, au début du XXe siècle, eh bien comme tout voyageur, il rencontre le problème du repas, de l'alimentation. Oui. Et évidemment, c'est toujours une confrontation lorsqu'on est loin de chez soi, de ses habitudes, de ses propres tabous alimentaires, parce que nous en avons tous. On est confronté à d'autres pratiques alimentaires. Et beaucoup de ces écrivains voyageurs ont laissé des récits dans lesquels, il y a des pages et des pages sur leurs affres devant un plat d'insectes, un plat fait de viande d'éléphant, sans compter l'abominable littérature polaire, parce qu'évidemment, quand vous êtes sur la banquise, vous mangez absolument tout ce qui peut se présenter et dans toutes les conditions possibles. Et donc on a à la fois des récits et des recettes, des choses qui font un peu envie, et puis évidemment des plats apocalyptiques épouvantables. Mais Bruno, est-ce que la plus grande partie de ces recettes ont été inventées d'après vous pour des raisons, on va dire, de survie, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas d'autres viandes disponibles, ou aussi par choix, parce que les ingrédients proposés avaient de réelles vertus gastronomiques ? Alors déjà, les ingrédients proposés ont l'avantage d'exister à l'endroit où on se trouve, donc on a faim, on goûte. Souvent aussi, il y a une obligation lorsque vous arrivez dans une tribu qui vous accueille. Évidemment, vous ne pouvez pas refuser. Oui, c'est l'hospitalité, les lois de l'hospitalité. C'est l'hospitalité, bien sûr. Alors on goûte, des fois on se force un petit peu, et parfois le voyageur est agréablement surpris. Par exemple, dans Marco Polo, on trouve la toute première description du lait de coco. Et là, c'est un moment d'émerveillement. Il est émerveillé par ce qu'il découvre. Il n'a jamais rien bu d'aussi bon. Oui, mais il n'y a pas de tabou alimentaire ni de phobie devant une noix de coco, alors qu'il peut y en avoir devant la chair d'un animal a priori étrange. Un singe. Un seul exemple, il y a eu un Nantais français qui s'appelait Paul de la Gironnière, qui a vécu des aventures assez incroyables aux îles Philippines au milieu du 19e siècle. Il a été proclamé roi de Jala Jala. Mais pour arriver à ce résultat, il avait combattu aux côtés d'une tribu qui a remporté une victoire sur la tribu rivale, donc grande fête le soir, ripaille, libation, sauf que la tradition veut dans ce cas-là qu'on boive une sorte de rhum dans lequel on a pilé la cervelle des ennemis vaincus. Et évidemment, là, il a constaté. Là, on est dans l'anthropophagie. Alors, une forme un peu dérivée d'anthropophagie. On boit, en fait. C'est un rite. Et c'est plutôt rituel, oui. Il y a une dimension religieuse, parce que, bien sûr, dans beaucoup de peuples, on s'approprie la vigueur de l'ennemi, on s'approprie la vigueur d'un animal en le consommant, même si c'est une infime partie. Donc, évidemment, quelqu'un qui refuserait tout de go ce genre de pratique, ce genre de partage, parce que c'est communautaire, s'exclurait de la communauté et éventuellement offenserait ceux qui l'accueillent. Et puis, c'est vrai que ces voyageurs de retour en Europe, à la fois, ont du plaisir à faire frémir un peu la ménagère, à se mettre en valeur en racontant des récits effroyables, et puis parfois aussi ont l'intelligence d'essayer d'améliorer
ces recettes. Tiens, j'ai découvert une saveur étrange à l'autre bout du monde, mais est-ce qu'avec les ressources de l'art culinaire, on peut pas en faire quelque chose d'acceptable pour les Européens, voire de véritablement bon? Un excellent exemple, c'est Alexandre Dumas. Ben, je l'ai en main, Oui, j'étais en en main, train de c'est le montrer drôle. à Laurent, Oui. mon dictionnaire, le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas. Alors lui, il s'est pas gêné pour donner des recettes de kangourous, de pieds d'ours cuisinés, d'estomac de requin, enfin il y a tout chez Dumas. Oui, et sachant que Dumas est un authentique voyageur, il a beaucoup navigué, en particulier en Méditerranée, il est allé dans le Caucase, et donc il a goûté une grande partie de ses mets. Alors après, il en rajoute un petit peu, et surtout, c'est à la fin de sa vie. Donc là, il ne voyage plus, qu'il se retire pour écrire ce grand dictionnaire de cuisine qui va le tuer, parce que il va mourir de goûter tous les plats qu'il confectionne, et ce livre sortira de manière posthume. Mais il y a des choses qui font envie, et en particulier à partir de recettes dont il a entendu parler en Asie de pieds d'éléphant, eh bien il va s'entendre avec le grand cuisinier Dugleret, qui est le chef de la maison Rothschild, rien moins, c'est vraiment un grand nom de la gastronomie française. Bien sûr. Et Dugleret va s'amuser à perfectionner des recettes à partir de ces éléments glanés par des voyageurs, et donc on a comme ça des recettes de la plus haute gastronomie appliquées à des pieds d'éléphant, à une croustade d'estomac de requin, à du foie de dauphin, ce genre de choses. Alors évidemment, il y a une part d'humour chez Dumas, mais pas seulement. Moi, je le trouve très sérieux quand il en parle. Il y a plutôt une part de curiosité, mais pas d'humour. Et en tout cas, il y a une dimension, alors pour le coup, pratique, c'est-à-dire que souvent les voyageurs évoquent simplement ce qu'ils ont mangé, et éventuellement ce qu'ils ont bu avec, mais ça ne va pas très très loin dans, dans l'exécution, alors que chez Dumas, on a des temps de cuisson, on a des conseils de préparation, il utilise, puisqu'il a travaillé avec ce chef, il utilise même le vocabulaire de la gastronomie, vous levez un filet, vous réduisez, c'est très sérieux. Donc, ce qui m'a obligé à mettre un petit lexique à la fin du livre, parce que c'est un vocabulaire tout à fait spécialisé. Mais effectivement, il a pratiqué, il a goûté sur place des choses sans doute un peu rustiques, et puis il a cherché à les améliorer dans sa cuisine ultérieurement en faisant se rencontrer. Et c'est ça qui est passionnant. Pourquoi est-ce que je me suis amusé à traiter ce sujet? C'est parce que ces voyageurs, ces écrivains, ces cuisiniers, vont faire se rencontrer des saveurs. On sait bien que la plupart de ce que nous apprécions aujourd'hui, le café, le chocolat, les épices, ça vient de très loin. Bruno Fulini, je vous coupe. J'ai une dernière question parce qu'on a très très peu de temps. Alors rapidement, on le sait, on l'a bien compris, vous êtes passionné par les grands récits de grands voyageurs. Et pourtant, même en France, on a consommé sans vergogne à certaines époques la chair de certains animaux inhabituels comme le chat, le chien ou encore le rat. Qu'est-ce qui a fait selon vous que ces habitudes aient périclité? C'est la pression sociale. À partir du moment où ces animaux prennent un statut particulier, deviennent des animaux domestiques, pas le rat, avec un affect particulier. Si vous regardez Ratatouille, même le statut du rat c'est est récent. C'est très récent. C'est vrai. Alors il faut savoir qu'en Suisse, on continue de manger du chat dans certaines populations, plutôt en zone rurale, mais personne ne s'en vante. C'est un grand tabou de la Suisse. Je ne l'ai jamais entendu en effet. Mais on considère que 3 à 5% des Suisses mangent de temps en temps du chat. Mais bon, si des Suisses nous entendent, ils vont tous protester, dire que c'est faux. Mais entre les coffres-forts et les chats, ça fait beaucoup de tabous en Suisse. C'est pas un poisson d'avril. J'aime beaucoup votre petite dédicace, vos remerciements à la fin de votre ouvrage. Mes remerciements vont à ma famille pour avoir courageusement enduré le récit de mes explorations culinaires durant la confection de ce livre. Mais c'est tout à fait passionnant et plein d'humour. Et puis franchement, c'est l'histoire. C'est passionnant. En tout cas, merci pour ces tranches de vie saignantes au travers de la planète, Bruno Fulini. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Édition du Trésor, les gastronomes de l'extrême, Bruno Fulini, ça vient de sortir. Édition du Trésor, c'est tout à fait passionnant.